Bonjour Clémence, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et dire quel type de cancer tu as eu? Je m'appelle Clémence, j'ai 23 ans et j'ai eu mon cancer, l'année dernière, en été. Donc c'était un lymphome, d'Hodgkin au stade 4 et je suis actuellement, étudiante en alternance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner aujourd'hui? J'ai voulu venir parce que moi, quand j'ai découvert mon cancer, j'ai pas vu de personnes de mon âge, sur les réseaux sociaux et donc c'est vrai que venir témoigner, ça pourrait aider d'autres personnes à un peu se reconnaître dans mon témoignage parce que c'est assez difficile, même si c'est des personnes qui ont 30 ans, qui sont encore relativement jeunes, hein, mais quand on a 22 ans, c'est vrai qu'on aime bien avoir, des gens de notre âge. Quels ont été les premiers symptômes que tu as constatés? Les premiers symptômes, alors ceux que j'ai vus, parce qu'en fait, il y en avait plein, mais que j'ai pas forcément vus. Ceux que j'ai vus, c'est que j'avais, des petites boules dans le cou et donc mes parents voulaient que j'aille voir un médecin parce que, bah, ils disaient: «C'est mieux quand même de savoir ce que c'est». Donc j'ai été voir un médecin qui, au final, m'a dit que c'était rien et en fait, ceux que je n'ai pas vus, mais que, je me suis dit après: «Ah oui, c'était ça», c'est que j'étais tout le temps malade, que ce soit enrhumée, je toussais énormément. J'étais essoufflée, mais en fait malheureusement, j'avais commencé à fumer un peu, donc en fait, à chaque fois, il y avait une excuse pour mes symptômes et j'ai pas vraiment, détecté ça, tout de suite. Tu penses que tu étais dans le déni au début? Oui, je pense que au tout début, je pense que c'était même pas une forme de déni, c'est comme j'étais tout le temps malade, c'était «normal» entre guillemets pour moi d'être, enrhumée. Puis on se dit, comme c'était au printemps, on se dit: «Bah, c'est les allergies». Essoufflée, je me suis dit: «Bah, c'est le tabac». Enfin, j'avais tout le temps une excuse, donc ouais, j'étais dans une sorte de déni, mais je pensais pas que c'était aussi grave. Et les boules dans le cou, par contre, bon là, je pense que quand on tape sur internet «boules dans le cou», tout de suite, ça peut, mettre le lymphome. Là, je pense que ouais, j'étais dans le déni et je me rappelle même pas si j'ai tapé sur internet «boules dans le cou» et j'ai vu «cancer». J'en ai aucune idée, donc je pense qu'à ce moment-là, oui, j'étais dans le déni. Combien de temps ça t'a pris pour réaliser que c'était grave? Bah, j'étais voir le médecin du coup pour les boules dans le cou fin mai, donc là, il m'a dit que c'était rien. Et ensuite, mi-juin, j'ai décidé, d'aller revoir, plusieurs médecins parce que je devais partir au Canada. Sauf que, j'ai pas consulté vraiment pour ces boules dans le cou parce qu'elles ne bougeaient pas. Donc j'ai quand même été voir un ostéo parce que je pensais que c'était musculaire et il m'a dit: «Non, non, c'est pas musculaire» et j'ai pas approfondi, la question et c'est vraiment quand j'en ai eu une dizaine que là, j'ai été voir un autre médecin et qui m'a dit: «Non, là, faut consulter, parce que j'étais au Canada, donc faut consulter en France, c'est grave». Les autres ganglions se sont développés rapidement? Hem, en d'après mes souvenirs, en mai, ouais, j'en avais 3, 4. En juin, c'était un peu 5, 6. Et par contre, en juillet, quand j'ai été voir vraiment le médecin, là, j'en avais une dizaine et lui, quand il a touché en dessous mes aisselles et au niveau de l'aine, il en a senti d'autres, mais bon, c'est vrai que je ne touchais pas, enfin, mes aisselles ni l'aine, donc je les sentais pas. Donc ça s'est développé vraiment en 3 mois, je dirais, enfin, ça a évolué, vite en 3 mois. Un médecin t'a renvoyé chez toi en te disant: «Ce n'est rien, vous êtes jeune». Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Donc c'était le premier médecin que j'ai été voir en mai, quand mes parents m'ont demandé d'aller voir un médecin pour ces fameux, boules dans le cou. J'ai fait 1 heure et demie de route aller, 1 heure et demie retour parce qu'en fait, dans la ville où j'étudie, on m'avait dit: «Bon, c'est pas très fiable, il faut mieux que tu ailles dans ta ville d'alternance». Donc j'ai fait la route. Je suis allée voir, ce médecin qui m'a clairement dit, «Vu votre âge, c'est pas la thyroïde». Il m'a fait: «Non, mais il faut pas s'inquiéter, c'est rien, vous êtes jeune, si c'était un truc grave, ça se verrait plus que ça, il y a pas de souci». Et ce médecin m'a même fait une petite lettre en confirmant que j'avais rien, enfin, il touchait 2 petites boules, mais en fait, il disait que c'était sûrement parce que j'étais un peu enrhumée, que c'était une maladie, les ganglions qui étaient encore un peu enflammés. Et donc oui, il m'a renvoyée chez moi, chez moi et puis, en partant, du cabinet, j'ai appelé mes parents en leur disant: «Bah, voilà, j'ai fait, 3 heures de route pour rien, enfin, vous abusez à m'obliger à aller chez le médecin, quoi». À ce moment-là, tu as cru sur parole ce médecin? Non, je pense qu'à ce moment-là, je l'ai cru sur parole parce que je me souviens très bien, d'en vouloir entre guillemets à mes parents d'avoir fait 3 heures de route pour aller voir un médecin. Bon, je pouvais très bien, faire moins d'heures de route, mais bon, déjà de m'obliger à aller voir un médecin, donc non, non, je l'ai cru sur parole et je me suis dit: «Bah oui, finalement, enfin, c'est juste 2 petites boules, il a raison, c'est rien, je suis jeune, c'est pas grave, je vais pas mourir».
Tu étais en stage au Canada lors de l'annonce de ton diagnostic. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as trouvé un médecin et comment s'est passée l'annonce? Et ben, déjà pour remettre dans le contexte, mon stage, c'était dans un ranch, donc au fin fond du Canada. Dans le village, on était 20 habitants, donc sur les 20, il y a pas de médecin. Et donc c'était à 2 heures de route de la plus grande ville où on peut avoir un médecin, bien enfin, voilà, du matériel spécialisé. Et j'ai demandé à ma famille d'accueil, de m'emmener chez le médecin. Donc elle m'a dit: «Il y a pas de souci, on va y aller dans 2 jours», parce que bon, on allait faire les grosses courses dans 2 jours. Donc déjà, c'était très compliqué pour trouver un médecin parce que comme j'étais française, ils pensaient que j'allais pas payer vu que, bah, les consultations en France sont remboursées. Au Canada, c'était, bah, là, j'ai payé 75 $ quand même, donc c'était assez cher. Donc déjà, j'ai eu du mal. Et quand j'ai trouvé le médecin, donc j'y suis allée toute seule. Ma maître, d'apprentissage m'a attendue dans la salle d'attente. Donc il m'a posé plein de questions, sachant qu'il parlait un peu français, mais il commençait à apprendre. Donc moi, le vocabulaire anglais, au niveau médical, je suis pas une experte. Je suis plutôt, dans mes études dans l'agricole. Mais j'ai réussi à le comprendre. Il m'a demandé s'il pouvait me toucher en dessous les aisselles, l'aine, enfin le cou. Et juste en touchant et en me posant deux trois questions, il m'a sorti que c'était un lymphome du coup non-Hodgkinien. Donc c'est la seule erreur qu'il a faite finalement parce que c'était un Hodgkinien, mais bon déjà de dire ça, en 3 questions, c'est pas mal. Et donc moi j'ai pas compris ce que c'était. Enfin on me dit lymphome, bah, j'ai pas de personnes qui ont eu des lymphomes, autour de moi. Dans ma famille, il y a pas de cancer, donc je me suis dit: «Bon, OK, lymphome». Et donc là, il m'a dit que c'était très grave, qu'il fallait retourner en France. Et moi, j'étais pas d'accord parce qu'il me restait 6 semaines à faire au Canada. Donc j'ai appelé ma maître de stage, il lui a expliqué. Là, j'ai vu son visage un peu se décomposer. J'ai fait: «Bon, ça a l'air un peu grave quand même». Et il a décidé d'appeler mes parents. Donc avec le décalage horaire, chez mes parents, il était 21 heures. Et en fait, il a annoncé à mes parents par téléphone ce que j'avais. Je sais pas si mes parents ont compris directement parce que je ne sais pas s'ils savaient ce que c'était un lymphome, je leur ai jamais posé la question. Mais après le lendemain, ils savaient ce que c'était. Quand ils ont regardé sur internet, ils ont compris que fallait revenir tout de suite. Et même moi, j'étais dans une sorte, d'état secondaire parce que je pleurais, mais pas parce que j'avais un lymphome, parce que je rentrais au Canada. Donc c'est comme ça qu'on l'a annoncé à ma famille par téléphone, et je suis rentrée une semaine après parce que, bah, j'avais rodéo avec la famille et je voulais pas partir. Comment tu as vécu ce retour inattendu en France? Je voyais que la famille autour de moi était très stressée, le fait que je sois avec eux et que, bah, ils voulaient que je reparte un peu chez moi le plus vite possible parce que, bah, eux, au final, ils savaient ce que j'avais. Et moi, j'étais juste triste, en fait, de partir du Canada. Je me disais: «Mais comment je vais faire pour mon diplôme? Il me faut 12 semaines à l'étranger, j'en ai que 6». Je pensais vraiment pas, à mon cancer vu que je ne savais pas, en fait, que c'était un cancer à ce moment-là. Et quand je suis rentrée, tout le monde, dans l'avion, allait aux JO de Paris. Et moi déjà j'étais dégoûtée de pas pouvoir y aller parce que j'étais au Canada. Et au final, je revenais en France, je pouvais même pas y aller parce que, bah, fallait que j'aille voir un médecin, pour savoir ce que j'avais. Donc je pense que j'étais dans un déni, dans un état secondaire. Moi, j'étais plus triste de revenir en France, en fait, que d'avoir, une maladie parce que, bah, je ne savais pas ce que j'avais, en fait. Dès ton retour en France, tu as commencé les traitements lourds? Oui, bah, déjà je suis rentrée en France. Je voyais que mes parents étaient beaucoup plus attentionnés, comme si j'étais un enfant de 5 ans. Enfin vraiment ils me protégeaient, mon copain aussi. Et donc quand j'ai commencé les interventions, il faut savoir que moi je n'ai jamais fait de chirurgie avant ça, donc j'avais un peu peur quand même. Et là, on m'a dit qu'on allait pas me faire une biopsie, mais directement m'enlever un ganglion parce qu'il y en avait un qui était assez gros et qui était assez facile à enlever, qu'on allait me mettre un pack et je comprenais pas ce que c'était, donc la chambre implantable. Donc j'ai vu après ce que c'était. On m'a aussi fait une préservation de fertilité avec des ovocytes. Enfin, en fait, en 2 semaines, tout s'est enchaîné niveau intervention chirurgicale. Et une semaine après, c'était les chimios. Donc je regardais un peu les témoignages d'autres personnes. Tout le monde disait: «Bah, le produit fait pas mal», parce qu'en fait, on ne sait pas. Enfin, moi, quand on m'injecte un vaccin, bah, ça me fait un peu mal des fois. Donc je regardais, le produit fait pas mal. Par contre, les effets secondaires sont assez lourds. Et je devais dormir chez moi à la première chimio et finalement le médecin m'a dit: «On va te garder». Donc déjà, j'étais un peu stressée parce qu'il m'a dit: «Non, mais c'est pas parce que, c'est grave, c'est juste qu'on préfère te garder en observation».
et j'ai passé une nuit, affreuse. J'ai pas dormi en fait, c'est pas que le produit me faisait mal, mais je vomissais, j'avais des nausées, mais en même temps on donne des cachets anti-nausées, donc on peut pas vomir. Enfin, c'était insupportable et au fur et à mesure des chimios, ça allait, mais c'était les semaines d'après où les effets secondaires apparaissaient et où j'étais pas bien. Globalement, tu as assez mal vécu tes chimios? Oui, globalement, je les ai assez mal vécu parce que déjà j'étais dans un service, donc d'hématologie où il y avait pas de jeunes de mon âge, parce que j'étais adulte, donc il y avait pas de jeunes de mon âge, il y avait des personnes âgées qui étaient pas là forcément pour une chimio et on était 3 ou 4 dans la chambre à chaque fois. J'avais pas forcément un lit, donc c'était vraiment pas top. Les chimios, non, j'ai j'ai pas du tout enfin, je pense que personne n'aime les chimios, mais non, c'était pas une bonne expérience. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi pendant cette période? Je pense que le plus dur, c'était vraiment les effets secondaires parce que, à chaque fois en fait, j'avais 3 jours de chimio sur une semaine. La semaine d'après, j'étais malade et la semaine d'encore après, j'étais bien et donc après, je recommençais la chimio. Donc à chaque fois que je recommençais la chimio, je savais que c'était un peu, la fin, de ma vie cool, où je pouvais manger un peu ce que je voulais et tout et donc ouais, non, le plus dur, c'était vraiment les effets secondaires parce que je restais dans mon lit, toute la journée. Mon papa essayait de me faire sortir parce qu'on nous dit de faire du sport, pendant les chimios, mais moi, durant les effets secondaires, un pas, j'avais envie de vomir. Enfin non, c'était vraiment les effets indésirables et puis le regard de mes proches aussi. Je sais que je voulais pas dormir dans ma chambre parce que ma chambre n'est pas près, d'une toilette et donc si j'avais envie de vomir, je voulais pas vomir dans la bassine, donc en fait, je dormais dans le salon sur un matelas. Quand mon copain était là, il dormait avec moi dans le salon. Quand mon copain n'était pas là, mon papa dormait sur le canapé dans le salon. Enfin, c'était surtout le regard de mes proches, de un peu les sentir enfin, qui se sentent obligés de m'accompagner alors qu'ils faisaient juste ça, par gentillesse et par amour, pour moi. Malgré les traitements lourds, tu as fait le choix de continuer tes études et ton alternance. Pourquoi? Bah, déjà, quand on m'a annoncé que j'avais le cancer et que j'allais faire des chimios, une des premières questions que j'ai demandé à mon médecin, c'est moi j'ai un événement, que j'organise depuis 1 an avec l'école. J'étais vice-présidente de cet événement. Est-ce que je vais pouvoir y participer? Parce que, ça fait 1 an que je l'organise et j'ai envie d'être là. Donc il a dit: «Bah, écoute, je vais organiser tes chimios pour que tu puisses y participer». Donc en fait, il a vraiment organisé un peu le planning de début de chimio pour que quand c'était l'événement, j'allais pouvoir y aller parce que mes globules blancs n'allaient pas trop être bas, j'allais pas être dans un jour de chimio, donc déjà c'était super. Donc j'y suis allée et en fait, ça m'a mis un pied dans l'école directement, ce qui fait que, j'ai voulu continuer et aussi parce que je voulais avoir ma remise de diplôme avec tout le monde et je me voyais pas, redoubler alors que c'est pas grave de redoubler, mais en fait, c'était plus je veux ma remise de diplôme avec ma promotion, avec mes amis et pas dans une promo que je ne connais pas. Donc j'ai décidé de maintenir les cours, maintenir, l'alternance, donc en mi-temps. C'était très compliqué, très fatigant, mais tout le monde a été super bienveillant. Dès que je pouvais pas aller en cours, j'avais une absence, du coup justifiée. Pareil pour le travail, enfin donc au final, comme ça a été aménagé, c'était assez simple, mais c'est vrai que des fois, j'étais très fatiguée, je dormais tout le week-end, à la fin de mes cours. Quelles difficultés tu rencontrais à accumuler chimio et travail? Fatigue, mais aussi, le fait de pas trop manger la semaine d'avant que j'aille en cours, donc forcément j'étais un peu faible et puis, les biais cognitifs, enfin, j'ai beaucoup de perte de mémoire, je cherche mes mots énormément et ça, quand on fait des oraux, en cours avec, d'autres personnes, dans notre groupe, c'est vrai que ça peut être un peu, «gênant» entre guillemets pour le groupe. Mais au final, comme les profs étaient avertis et comme mes camarades étaient avertis, ça a pas trop posé de problème. Comment tu as réussi à cumuler la maladie et tes études et à réussir ton année? Et ben, déjà parce que j'avais pas d'autre chose à gérer que ça. Enfin, je veux dire tout ce qui est paperasse au niveau de la sécurité sociale, de la mutuelle, des dossiers MDPH, j'avais la chance que ce soit ma maman qui gère ça. Tous les prises de rendez-vous, analyses, de sang, aller chercher les médicaments à la pharmacie, enfin vraiment, c'est une charge énorme et ça, j'avais de la chance d'avoir mes parents qui m'aidaient sur ça. Donc, c'était déjà un poids en moins.
pour tout ce qui était transport, parce que, bah, mon école est à 4 heures de route de chez moi et il y a pas de train direct, j'avais la chance d'avoir mon copain qui est dans la même école qui, dès qu'il pouvait, m'emmener en covoit avec lui et sinon, bah, ça s'est un peu fait, comme ça entre guillemets. Je vivais le jour donc si je voyais que ça allait pas le faire, bah, je venais pas. Il y a des fois où mon médecin m'a dit: «Je te conseille de pas aller en cours» parce qu'il y avait des épidémies un peu de Covid qui revenaient et que mes globules blancs, c'était pas très bien et au final, j'ai fait: «Non mais j'y vais quand même, je mets un masque, mais j'y vais». En fait, j'avais une force d'aller à l'école parce que ça me sortait de chez moi et quand j'étais chez moi, c'était la chimio et les effets secondaires et quand j'étais à l'école, c'était un renouveau, de discuter d'autres choses, d'apprendre autre chose, de voir autre chose que des médecins, ou des prises de sang. Aller à l'école était aussi un moyen de garder une vie sociale? Oui, c'était aussi un moyen parce que, bah, moi, j'habite vraiment dans la campagne. J'ai 3 voisins, donc je suis pas en ville, je peux pas sortir un peu comme je veux avec mes copains autour. Donc c'est vrai que le fait d'être à l'école, ça me faisait voir du monde. J'étais dans enfin, je suis encore, mais dans 3 associations à l'école, donc pareil, j'avais un peu de responsabilité, sachant que j'en avais moins parce qu'ils étaient au courant de la situation. Non, c'était, ouais, un moyen de garder une vie sociale et de faire comme si tout était normal avec quelques inconvénients en plus. Est-ce que tu peux nous parler du regard de tes camarades d'école face à ton cancer? Déjà, il faut savoir que mon médecin voulait pas que je fasse ma rentrée scolaire. Enfin, il m'avait dit que j'allais pas y arriver, donc bah, comme je suis un peu têtue, j'y suis allée. Puis au final, quand je suis arrivée dans le hall d'entrée de l'école, le fait d'avoir bah, j'avais un turban sur la tête, donc le fait de voir des gens me regarder alors que ça se trouve, ils me regardaient pas, mais j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'ai fait une crise de panique et je suis directement partie vomir dans les toilettes. Et donc au final, ma rentrée, bah, je l'ai pas faite parce que j'étais pas bien, donc ma mère m'a remmenée chez moi. Et quand je suis revenue, donc faut savoir que dans ma promo, il y avait des nouveaux, qui passent d'étudiants initiaux à étudiants en alternance. Donc c'est vrai qu'ils se sont dit: «Bah, qui est cette personne?» parce qu'autant les gens qui étaient avec moi, l'année d'avant, bah, ils me reconnaissaient un petit peu quand même, mais autant les nouveaux, ils savaient pas du tout qui j'étais. Donc c'est vrai qu'au début, c'était assez pas gênant, mais limite ça me complexait en fait d'être là. Enfin, je me disais: «Pourquoi je suis là? Tout le monde me regarde» et au final, bah, comme mes potes faisaient comme si de rien n'était, enfin, ils savaient très bien ce que j'avais, ils étaient là pour moi, ils m'envoyaient des messages, mais enfin, ils restaient tout le temps avec moi. Ils se sont pas éloignés, ou à chaque fois, ils me tenaient pas le bras pour marcher alors que j'avais pas besoin, mais enfin, ils ont pas accentué la chose, ce qui fait que j'étais beaucoup plus à l'aise. J'avais encore mon turban parce que je me sentais pas encore, d'avoir, le crâne nu parce que cette époque-là, j'avais pas encore tous mes cheveux tombés. Donc ils étaient rasés, mais en fait, j'avais des petits trous, sur le crâne, donc c'était pas très beau, on va dire. Et au final, j'ai enlevé mon turban en novembre parce qu'on a fait le Movember à l'école et là, sur un coup de tête, je me suis dit: «Bah, je vais faire une photo, crâne nu» parce que le Movember à l'école, on fait des photos avec une fausse moustache ou une vraie moustache pour les garçons et souvent les filles, ce qu'elles font, elles font une moustache avec leurs cheveux et bah, moi, du coup, c'était pas possible. Donc je me suis dit: «Bah, je vais me faire une moustache, au mascara et je vais y aller crâne nu». Donc j'avais quand même prévenu la personne qui organise, ce que j'avais pour pas que quand j'arrive et qu'il me voit crâne nu, il soit là en mode, «Ah tu es allé fort là, tu qu'il fasse une gaffe ou un truc comme ça. Donc je l'avais prévenu et quand je suis arrivée, ils ont été très, très bienveillants et en fait, la photo a été affichée donc avec toutes les autres photos dans le hall de l'école, pour élire la meilleure photo et à ce moment-là, j'étais en alternance. Donc j'ai pas eu ce regard déjà de moi dans le hall de l'école parce que je pense que ça m'aurait un peu perturbée et ça permettait, de montrer, aux gens qui m'avaient pas vue forcément que oui, il va peut-être y avoir une chauve, dans les couloirs, ou dans le hall d'entrée et donc quand je suis revenue, j'ai mis mon turban peut-être 2 3 jours et après j'ai fait: «Vas-y, j'enlève, de toute façon les gens ils ont vu la photo, donc je l'enlève» et au final, j'ai pas senti de regard sur moi. En tout cas, j'avais l'impression qu'on me regardait moins qu'avec le turban et que c'était ouais, c'était normal quoi, j'étais chauve donc c'est sûr que dans l'amphithéâtre, on voit un peu plus de personnes non gardées mais dans le hall, j'avais l'impression que les gens faisaient leur vie et c'était normal et c'est vrai que ça m'a fait du bien, finalement d'enlever le turban. Est-ce que dans les lieux publics ou dans la rue, tu arrivais à te balader crâne nu? Dans la rue,
Non, je crois pas, mais de toute façon, en fait, je sortais pas. Enfin, à part à l'école, j'étais vraiment tout le temps dans le campus. Chez moi, je sortais très peu. Heu, En chimio, je crois que je mettais mon turban dans le taxi et dans l'hôpital et quand j'arrivais dans la chambre, il me semble que je l'enlevais parce que, bah, à l'hôpital, tout de suite, bah, on sait, enfin, même moi, hein, c'est quand il y a encore des personnes quand je vais à l'hôpital et que je vois des personnes qui sont crâne nu, bah, je les regarde parce que, bah, malheureusement ça attire l'œil. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital, non, je mettais mon turban. Par contre, il faut savoir que, un jour au restaurant, je l'ai enlevé. C'était la première fois et au final, bah, ça allait, les gens pareil, comme à l'école, ne regardaient pas, enfin ils regardent un peu au début, mais après ça va. Chez moi, je l'ai enlevé parce que j'en avais marre, donc j'étais, avec un bonnet par contre parce que j'avais froid et donc des fois j'étais à la maison avec un bonnet, mais pas pour cacher mon crâne parce que j'avais froid. Donc non, ça a pas été, enfin, en fait, quand j'ai plus de cheveux, ça m'a libérée. Enfin et quand j'ai pu les montrer, comme ils étaient finalement, j'étais beaucoup mieux, dans ma peau et finalement je me suis sentie belle, sans mes cheveux. Tu as pris le devant en te rasant la tête quand tu as vu que tes cheveux commençaient à tomber, c'est ça? J'avais les cheveux assez longs donc au niveau, en dessous de la poitrine en gros et donc on m'a dit que forcément j'allais les perdre. Enfin c'était, sûr à 99 que mon traitement allait faire tomber mes cheveux donc je m'étais préparée. Donc dès qu'on me l'a annoncé, j'ai décidé de me faire un carré. De toute façon, ça faisait longtemps que je voulais essayer un carré donc je me suis dit: «Bah, c'est le moment d'essayer un carré», donc j'ai fait un carré. Après j'ai fait une coupe à la garçonne, j'ai pas du tout aimé et donc j'ai dû la garder peut-être 2 semaines et je voyais donc avec la coupe à la garçonne, dès que je me réveillais, sur mon oreiller, il y avait des cheveux, dès que je mettais mon écharpe, il y avait des cheveux partout, dans le lavabo, dans la douche, enfin vraiment, c'était pire que mon chat quoi. Il y avait des cheveux, partout dans ma chambre et donc à ce moment-là, j'ai dit à ma mère, je veux les raser, je veux les tondre, fais ce que tu veux, mais je veux que ça parte». Donc elle a appelé une ancienne, enfin une amie à elle qui est anciennement, une coiffeuse, donc elle l'a invitée à manger, puis on a fait ça chez moi. Elle m'a rasé les cheveux et au final, bah, quand je me suis vue dans le miroir, je préférais largement le crâne nu que ma coupe à la garçonne parce que comme c'était pas voulu la coupe à la garçonne, bah, je pouvais pas. Alors que là, bon, c'est pas exactement la même coupe, mais c'est quand même une coupe un peu à la garçonne et là, je me sens «belle» entre guillemets, mais c'est vrai que l'autre coupe, comme je savais que les traitements que c'était les traitements qui faisaient ça, j'y arrivais pas. Ce moment où tu t'es fait couper les cheveux était dur pour toi ou plutôt une libération? Ouais, moi, c'était plus une libération. J'ai pas trouvé ça dur, enfin, je pense que c'était quand même dur émotionnellement, mais j'ai pas pleuré. Je pense que je me suis retenue de pas pleurer parce que j'avais pas envie de montrer, ma faiblesse et au final, je me suis dit: «Je vais pleurer quand je vais me voir dans le miroir» parce que, bah, enfin, elle faisait ça à l'aveugle. Moi, je voyais vraiment rien. J'étais en face le canapé, assise sur une chaise et elle rasait et même elle m'a demandé plusieurs fois, «Est-ce que tu veux que je te laisse un peu de millimètres ou vraiment on fait le plus court?» et j'ai dit: «Non, toute façon, ils vont tomber, donc autant faire le plus court, tout de suite» et donc je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit: «Ah ouais, bah, finalement, je suis beaucoup mieux comme ça». Je pense que c'était dur émotionnellement, mais quand j'ai vu le résultat, j'ai fait: «Bah, non, finalement, ça me va comme ça et j'aurais dû faire ça, avant». Maintenant, on va parler de tes proches. Est-ce que tu as su la réaction de tes parents quand ils ont appris au téléphone que tu avais un cancer alors que tu étais encore au Canada? J'ai pas su quelle était leur réaction parce que c'est vrai que je leur ai pas demandé. Je pense que, cette nuit-là, ils ont pas très bien dormi parce que, bah, du coup, c'était à 21h qu'ils ont eu l'appel. Mais, ce qu'ils m'ont dit le lendemain, c'est: «Pour l'instant, tant qu'on ne sait pas à 100 ce que tu as, on n'en parle pas à tes grands-parents pour pas les inquiéter». Donc en fait, moi, tous les jours, quand j'étais au Canada, je faisais une petite story, sur WhatsApp dans le groupe famille en disant ce que j'avais fait et tout et donc pendant 2 jours, j'ai rien fait. Donc ils ont commencé à me dire: «Ah bah, c'est bizarre, tu es fatiguée, tu nous envoies plus rien» et j'ai dit à mes parents: «Bah, va peut-être falloir leur dire» et donc on a quand même attendu une semaine, donc j'étais chez moi. Faut savoir que mes grands-parents habitent à 15 minutes de chez moi et les autres à une demi heure, donc à tout moment, je pouvais les croiser en voiture, et ils allaient se dire: «Bah, qu'est-ce qu'elle fait là?» et au final, ouais, je pense que c'était bien de faire attendre parce que, bah, même là, si je leur demande quel cancer j'ai, ils vont pas trop savoir expliquer, ils vont juste savoir que c'est un cancer et donc si on leur avait dit, «J'ai un cancer, dès que je suis rentrée»,
sans trop d'explications parce qu'on n'était pas sûrs, je pense que ça les aurait plus stressés qu'autre chose. Sinon mes parents, non, je sais pas trop comment ils ont réagi. Je sais juste qu'à l'aéroport, du coup, mon papa est venu me chercher avec mon copain parce que, bah, ma maman pouvait pas se libérer du boulot et qu'après ils ont tout fait, pour être avec moi. Ils avaient des journées de télétravail. Mon papa est rentré un peu plus tôt. Enfin, j'étais jamais toute seule, durant les traitements, quand je revenais le soir ou la semaine d'effets secondaires. Et comment tu l'as annoncé à ton copain et à tes amis? Quelles ont été leurs réactions? Bah, mon copain, je pense que j'ai dû lui dire, par message parce que je savais que c'était un truc grave. En fait, j'ai pas arrêté quand même de pleurer pendant 2 3 jours, donc je voulais pas l'appeler. Mes parents ont dû lui expliquer, par message WhatsApp ce que c'était plus précisément ou alors il a dû le demander. Je sais qu'ils en ont parlé, ensemble par message WhatsApp. Mes amis, bah, pareil, sur Instagram, en story privée, je postais tous les jours, des nouvelles de mon voyage et donc je savais qu'il y en a qui allaient me demander: «Bah, alors tu postes plus?» Donc j'ai fait une story, «Retour en France, je vous raconterai pourquoi», en gros, pas trop inquiétant et j'ai même 2 amis qui m'ont dit: «Mais nous, on pensait que tu revenais parce que tu étais enceinte» à l'époque et donc après, quand j'ai vraiment su ce que j'avais, j'ai préparé un message, assez doux, on va dire, pas trop trash, en leur expliquant que j'allais peut-être pas être là à la rentrée, que j'avais ça, que ça se soignait très bien, que voilà, s'ils avaient des questions, fallait pas qu'ils hésitent à me poser des questions, il y avait pas de souci. Donc j'ai fait ça dans 3 groupes d'amis différents parce qu'en fait, je voulais pas envoyer un message, un par un à tout le monde, sauf vraiment les amis, proches où j'ai envoyé un message, avant d'envoyer dans les groupes et bah, ils ont tous très bien réagi, ils m'ont tous, soutenue, ils m'ont dit: «Bah, bon courage». Il y en a qui étaient très très choqués, ils me l'ont dit après que, bah, comme là, il y a 2 filles qui pensaient que j'étais enceinte et quand elles ont vu le message, elles m'ont fait: «Ah non, bah, en fait, elle est pas rentrée parce qu'elle est enceinte, elle a un cancer» et donc c'est vrai que, ouais, il y en a qui ont été très choqués, sachant qu'ils étaient tous à l'étranger parce que, bah, on était tous dans notre période de stage à l'étranger. Donc il y en a une qui avait pas de réseau pendant 2 semaines, elle a ouvert son téléphone, elle a vu ça comme message, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais non, ils ont tous été bienveillants en tout cas. Comme c'était pas en face, j'ai pas vu leur réaction en fait et je voulais pas non plus attendre, 1 mois avant de les prévenir avec mon turban sur la tête à la rentrée, scolaire, quoi. Qu'est-ce que tes proches ont mis en place pendant ta période de traitement pour te faciliter le quotidien? Bah, du coup, mes parents ont été quand même très présents, donc tout ce qui était papier, médicaments, je m'en occupais vraiment pas. Déjà, je suis un peu de nature, bordélique, donc toutes les ordonnances, je les perds, donc comme ça, ils ont tout mis dans un gros classeur et ils s'en sont occupés. À la maison, bah, en fait, je mangeais ce que je voulais parce que, bah, le médecin m'avait dit, de manger ce que je veux. Je me rappelle ma mère qui m'a préparé un jour, je sais plus ce que c'était comme plat, bah, je crois que c'était des lasagnes, elle les avait faites et elle m'a demandé si c'était bon parce que c'est un de mes plats favoris et en fait, bah, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit: «Bah, écoute maman, ça doit être super bon, hein, mais là avec le goût dans la bouche que j'ai de la chimio, c'est pas très bon, quoi». Donc elle a compris, elle a fait: «Ah bah non, bah, je suis désolée», je fais: «Non mais c'est pas grave, hein, ça doit être super bon mais ce sera une prochaine fois». Donc il m'a acheté mes aliments que je préférais, il m'apportait le petit déjeuner, dans leur lit parce que j'allais dans leur lit pour avoir la télé. Enfin non, c'était ils ont fait quand même pas mal, de choses pour, me faciliter la vie et puis, bah, mon copain, il était, donc il est en alternance, donc il pouvait pas non plus poser, X jours, pour être avec moi. Mais en fait, tous les week-ends, il venait chez moi. Il a 45 minutes de route en voiture, donc tous les week-ends, il venait chez moi. Des fois, quand il finissait plus tôt le soir, il passait un peu, à la fin de ma chimio. Enfin, lui aussi, il a tout essayé pour me voir plus et pour me rendre, la vie plus facile et pareil, mes grands-parents, bah, ils me faisaient des soupes, même si je leur disais que c'était pas très bon parce que j'avais le goût dans la bouche, bah, ils continuaient à me faire des soupes parce que, bah, faut que je mange. Donc non, ils ont tous été, très bienveillants, ils ont mis quand même pas mal de trucs, en place. Tu as mal vécu le fait d'être privé d'activités sociales pendant cette période? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, il y a certains moments, dans les cycles de chimio où il faut vraiment pas voir de monde parce que les globules blancs sont à 0 et donc bah, le moindre rhume, le moindre petit truc qu'on chope, on peut vite aller à l'hôpital, et puis, bah, ça peut dégénérer en plus grave.
Donc c'est vrai qu'à la rentrée, déjà, il y a une grosse soirée, qu'on appelle les Pentalympiades dans mon université et en fait, il y a toutes les promos qui se réunissent pour faire, des jeux ensemble et à chaque fois, c'est les dernières années qui gagnent par tricherie et donc mon copain qui était en dernière année, bah, je voulais voir absolument, cette soirée parce que c'était un peu sa soirée, la soirée d'au revoir des 5e années et quand j'ai vu la date, j'ai vu que c'était pas dans les dates où je devais sortir. Donc j'ai demandé à mon médecin, il m'a fait: «Non» et j'ai demandé à mes parents, ils m'ont fait: «Non». Mon copain m'a dit: «Non» et du coup, je l'ai très mal pris parce que moi je voulais y aller. Mais en même temps, je me suis dit: «Bon, bah, ouais, bon OK, je c'est pas grave, hein, je vais le louper». Mais le plus dur, en fait, c'est que sur tous les groupes, de réseaux sociaux, bah, tout le monde envoyait des vidéos à tout le monde et moi je voyais ça et je faisais: «Ah bah, ça a l'air cool». Donc ce qui m'a réconfortée, c'est qu'après ils m'ont tous dit, que ce soit dans mes potes ou d'autres personnes que, bah, cette soirée n'était pas si bien que celle de l'année dernière. Donc je me suis dit: «Bon, c'est un truc positif». Et sinon, quand je suis revenue à l'école, pour, les semaines de cours, bah, tous les jeudis soirs, il y a les soirées étudiantes. Ça se passe dans notre campus, donc vraiment à 2 minutes à pied de là où j'habite et donc tous les jeudis soirs, bah, ils invitaient, du monde, bah, dans les différentes colocations qui existent. Donc moi, j'allais, à «l'after» entre guillemets avec un masque et puis après, bah, je les voyais tous partir en soirée. Je faisais: «Bon, bah, bonne soirée» et c'est vrai que, bah, plusieurs fois, mon copain m'a dit: «Mais tu veux que je reste?» et j'étais là: «Bah, non, non, mais vas-y, pars» parce que je me voyais pas, en fait, les priver, que ce soit lui ou mes camarades, de soirée parce que, bah, ils avaient pas enfin, c'était pas, il y a j'avais pas à priver parce que je voulais pas non plus qu'ils se sentent, autour de moi, «Non, on va pas en soirée parce que Clémence elle est malade», et que ça devienne contraignant pour eux. Donc c'est vrai que, bah, mon copain revenait à 3 heures du mat, pour dormir et puis, bah, c'est vrai, j'ai souvent pleuré les jeudis soirs, mais je me disais que de toute façon, j'allais y retourner dans quelques mois, que c'était juste, quelques soirées dans une vie et que c'est mieux de pas aller à l'hôpital pour une semaine et louper une soirée un jeudi soir. Ton copain essayait aussi de ne pas te contaminer, c'est ça? Bah, déjà, dans ces soirées-là, donc il mettait pas de masque, donc c'est pas c'est pas super, mais on va dire que je voulais pas non plus l'obliger à mettre un masque. Enfin, le pauvre, déjà qu'un masque, on a super chaud en temps normal, alors dans une soirée étudiante, c'est insupportable. Mais par contre, il buvait dans les verres de enfin, il buvait pas dans les autres verres, il laissait personne boire dans son verre. Quand il rentrait, il se couchait pas dans mon lit avec moi, mais il dormait sur un matelas par terre, donc on avait déjà moins de contact physique et pareil en alternance, un jour, donc il travaille aussi dans les fermes le week-end et donc il était parti travailler dans une ferme et ils ont annoncé, que la famille avait le covid et donc à partir de ce moment-là, il a fait: «Bah, non, je vais pas venir ce week-end parce qu'on sait jamais si je l'ai eu». Donc c'est vrai qu'il faisait quand même pas mal attention, mais dès qu'il savait qu'il y avait un petit virus qui traînait autour de lui, il venait pas me voir et c'est déjà arrivé que pendant mes semaines, d'anémie, donc où j'avais plus aucun globule blanc, il dorme pas dans ma chambre avec moi, mais en fait, on a un gîte accolé à la maison et du coup, on passait notre journée ensemble un peu à distance, mais il allait dormir dans le gîte et moi dans ma chambre et du coup, ça faisait un peu, ouais, chambre à part bizarre, mais ça permettait de le voir, sans trop, me contaminer s'il avait un petit virus qui traînait. Quand est-ce que tu as appris que tu étais en rémission complète? Donc j'ai appris que j'étais en rémission complète, en fin novembre, début décembre. Donc c'est le médecin, qui me l'a annoncé, qui m'a dit que j'allais pas devoir faire 2 cures de chimio supplémentaires parce que s'il y a encore des petits restes, il fallait que je fasse 2 cures supplémentaires et c'était ouais, c'était une bonne nouvelle. J'étais quand même contente de me dire que c'était enfin fini, que je retournerais pas à l'hôpital en tout cas pour une chimio, dans 2 semaines. Aujourd'hui, quels sont les effets secondaires qui te gênent le plus au quotidien? Dans mon quotidien, bah, c'est la fatigue, une fatigue, énorme. Je peux dormir si je mets pas de réveil le week-end, je peux dormir jusqu'à 14 heures de l'après-midi. Donc c'est vrai que c'est assez pesant et aussi, bah, tout ce qui est, biais cognitifs, donc les pertes de mémoire, la recherche des mots quand on parle et puis, les petits oublis par-ci par-là. Enfin, je peux remonter dans mon appartement, vérifier, si j'ai bien fermé ma porte alors qu'avant, je le faisais pas entre guillemets. Enfin, c'est vraiment des petites choses nouvelles comme ça, que j'ai. Et physiquement, tu n'as plus de douleur? Physiquement, non, ça va. Bon, c'est vrai que quand je fais un peu de sport, quand je cours,
J'ai l'impression d'avoir des courbatures un peu plus fortes que ce que j'avais avant, mais j'ai pas vraiment de douleur. C'est sûr que si je reste debout très longtemps, je peux être fatiguée plus vite, mais je vais pas avoir forcément mal à une jambe ou un genou. C'est vraiment la fatigue, en fait, qui va se sentir, sur ces moments-là. Tu es diplômée à la fin de l'année. Quels sont tes projets futurs? Bah, ça change beaucoup. J'ai plusieurs projets, au fur et à mesure des mois. Ce qui est sûr, je pense que j'aimerais bien partir à l'étranger, finir, ce que j'ai commencé. Donc soit au Canada, soit ailleurs. Bon, c'est vrai que je préférerais quand même le Canada. Donc pourquoi pas partir quelques mois en tant que fille au pair dans un ranch, pour pas que ce soit non plus du travail trop, trop physique, parce que ça fera que 1 an que je serai en rémission en gros, enfin 2 ans. Donc ouais, partir à l'étranger et après je me tâte à faire une thèse, donc dans la production, animale parce que je me dis: «Bah, on n'a qu'une vie, j'ai pas envie de le regretter». Donc ça, c'est encore un peu en réflexion la thèse parce que bon, c'est encore pas mal d'années d'études. Mais ouais, partir à l'étranger, je pense que c'est quelque chose que je vais faire, à la fin de mon diplôme. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à un ou une jeune qui reçoit le même diagnostic que toi? Bah, que certes, on a une montagne, qui nous tombe dessus, enfin, c'est pas vraiment l'expression, mais c'est moi comme ça que je l'ai vécu. Mais en fait, comme les montagnes, il y a des pentes, donc ça va pas aller tout le temps. Mais il y a aussi des descentes où on se laisse couler. Il y a quand même des moments, de joie et faut profiter de ces moments de joie et se dire qu'à la fin, on retrouvera que des moments de joie et qu'il y aura que des petites côtes et pas des grandes. Et pour finir, est-ce que tu aurais un message ou un conseil pour les proches aidants? Oui, bah, essayer de se renseigner sur comment on peut le vivre et puis, juste, de faire au mieux parce que même si des fois ça peut paraître maladroit, bah, c'est l'attention qui compte et c'est ce qui nous fait «chaud au cœur» entre guillemets. Merci Clémence pour ton témoignage. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez plus de contenu sur le cancer, alors abonnez-vous.